Une mélodie obsédante, puis le silence. Un violon avertit d'un danger que personne ne voit. Bienvenue à Mystère de minuit, je suis votre hôte Gustave. Dites-moi, d'où écoutez-vous aujourd'hui? Grâce à vos messages, cette chaîne se sent comme chez elle. Kamankins. Tout a commencé par une valse. Par un jeudi après-midi lumineux et venteux, la pelouse de Langford a scintillé sous un soleil printanier qui faisait resplendir même les visages burinés des anciens du village, presque comme une jeunesse. Un quatuor à cordes jouait sous un pavillon de toile crème, sa mélodie flottant sur les taillés et les massifs de fleurs comme des graines de pissenlit. Les tasses de thé tintaient, les sandwichs s'échangeaient délicatement, et la conversation dérivait avec cette douceur et ce désordre propre aux fêtes de village. L'occasion était la Langford Spring Musical, une tradition ancestrale de St. Mary Mead, récemment ravivée par son dernier héritier, le méticuleux et légèrement théâtral Monsieur Giles Weatherby. Célibataire, amateur de gilets de velours et d'importations mystérieuses, Monsieur Weatherby avait pris possession du domaine 6 mois plus tôt seulement, annonçant sans tarder que la grande demeure redeviendrait le cœur culturel vibrant du village. Et effectivement, la garden party de cette année avait une allure résolument raffinée. Ici, pas de cocotiers ni de jet d'éponge. À la place, les participants ont eu droit à de la musique live, des plateaux de petits fours et même à un récital de violon solo, offert par M. Sandor Crowley, un homme maigre et maussade dont le jeu a donné la chair de poule à certains villageois. Le violoniste venait tout juste d'arriver à Saint-Mary-Mead, logé dans la maison d'hôte de Madame Lestrange, drapé de lierre, dans la ruelle. Son accent était vaguement est-européen, son regard intense et ses manières sèches, presque grossières. Mais nul ne pouvait nier la beauté envoûtante de sa musique. Surtout pas quand, au milieu de l'événement, il a interprété une composition étrange et douloureuse, la sienne, a-t-il dit, intitulée « Complainte pour un village englouti ». Le public, silencieux au milieu des massifs de roses et des flûtes de champagne, écoutait les notes mélancoliques s'échapper, tourbillonnant comme de la fumée. Quand le silence prit fin, il persista trop longtemps. Un merle cria depuis la haie. Puis vinrent les applaudissements polis. Parmi ceux qui applaudissaient doucement se trouvait Miss Jane Marple, assise, un scone dans son assiette et un chapeau modeste soigneusement épinglé sur ses doux cheveux blancs. Elle avait écouté attentivement, ses yeux bleu pâle embrumés, non par le sentiment, mais par la réflexion. Une pièce plutôt inhabituelle, tu ne trouves pas, ma chère? Dit-elle à Madame Petrick, qui s'éventait à côté d'elle. Vraiment sinistre, répondit la veuve. J'avais largement préféré le Mozart de tout à l'heure. Ce pauvre homme avait l'air de vouloir assassiner la créature. Miss Marple ne répondit pas. Elle avait remarqué les mains du violoniste pendant qu'il jouait, fines, légèrement tremblantes à la fin. Et elle avait aussi remarqué qu'il regardait la foule non pas avec fierté ou espoir, mais avec une sorte de tristesse. Comme s'il savait quelque chose qu'ils ignoraient. L'instant passa. La crème caillée s'épuisa. Monsieur Weatherby prononça un discours de remerciement enflammé, et la fête se raréfia à mesure que le soleil commençait à décliner. Au crépuscule, le quatuor avait rangé ses instruments. Monsieur Sandor Crowley était rentré seul à la maison d'hôte, refusant le dîner. Et Miss Marple était rentrée chez elle, son tricot intact ce soir-là, assise tranquillement avec une tasse de lait chaud, à réfléchir. Le lendemain matin, le laitier le trouva. Mort. Allongé sous la fenêtre ouverte de sa petite chambre, son violon brisé à côté de lui, les cordes enroulées comme des fils cassés. Aucune note, aucun signe de lutte. Seul un détail curieux, rapporté plus tard par Madame Lestrange d'une voix tendue par la nervosité. Il y a eu un bruit la nuit dernière. Juste avant minuit. Une note unique, jouée au violon. Claire et nette. Comme un avertissement, me suis-je dit. Madame Lestrange n'était pas une femme encline au drame. Même face à la mort de Sandor Crowley, elle conserva sa posture, le dos droit et les lèvres pincées, tandis qu'elle offrait du thé à l'agent de police arrivé de Mushbenham. Le salon de la maison d'hôte, autrefois refuge des touristes et des rares habitants du coin en convalescence après une opération, ressemblait désormais à un décor tragique. Un tapis oriental délavé étouffait le bruit des pas. Les murs, tapissés d'aquarelles sombres représentant des landes sauvages et des ruisseaux paisibles, semblaient penchés vers l'intérieur sous l'effet de la tension. Je l'ai entendu très clairement, dit Madame Lestrange, ses doigts effleurant à peine l'anse de sa tasse. Une seule note. Mi bémol, je crois. Jouée une seule fois, et très pure.
puis plus rien. L'agent Rickson, un homme à la mâchoire carrée et aux joues rouges, passionné par les cases à cocher, s'éclaircit la gorge. Et vous êtes certain que ça ne venait pas de la radio? Ou d'un autre invité? Il n'y a pas d'autres invités pour le moment. Et je n'ai plus de radio depuis le décès de mon mari. Je les ai toujours trouvés assez intrusifs. Rickson a pris une note dans son carnet et a demandé, sans subtilité, si M. Crowley avait des ennemis. Je connaissais à peine cet homme, répondit-elle. Il était réservé, distant, mais je ne dirais pas désagréable. Il payait son loyer rapidement, prenait ses repas seul. Il descendait souvent sur le vieux sentier derrière le verger. Il jouait parfois tard le soir, mais elle marqua une pause, les sourcils froncés. La semaine dernière, son jeu a changé. Il est devenu plus frénétique, comme s'il essayait de dire quelque chose à travers la musique. À cet instant, Miss Marple, entrée discrètement à l'invitation de Madame Lestrange, s'éclaircit la gorge avec un léger « Elle se tenait juste devant la porte du salon, un cardigan doux drapé sur sa robe fleurie, l'air doucement curieux. « Oh, Jane, dit Madame Lestrange avec un sourire las. Je suis si contente que tu sois venue. Tu connaissais Monsieur Crowley, n'est-ce pas? Au moins, tu lui as parlé? En effet, dit Miss Marple en s'avançant et en s'installant dans le fauteuil d'angle sans attendre qu'on lui demande. Il avait un esprit très pénétrant, me disais-je, bien trop vif pour rester longtemps locataire. Mais je crois qu'il appréciait le calme. Rickson, son carnet toujours ouvert, lui fit un signe de tête polie. Vous lui avez parlé, Miss Marple? Une ou deux fois seulement, dit-elle en entrelaçant doucement ses doigts. À la boulangerie, puis à la comédie musicale. Il s'est renseigné sur le village, son histoire. Mais pas de la manière amicale habituelle, vous comprenez. Plus d'enquête. Rickson fronça les sourcils. Investigateur, dites-vous. Eh bien, certains demandent qui cultive les meilleurs haricots verts ou quel bus dessert Aldersbury. Mais M. Crowley voulait savoir qui vivait ou avant la guerre, et si certaines familles étaient restées ou parties. Et il semblait particulièrement intéressé par le presbytère. Le presbytère? Rickson leva les yeux. Avait-il un grief contre le révérend Key? Je ne saurais le dire, répondit Miss Marple d'un ton doux. Mais quand on s'intéresse au passé, c'est rarement par simple curiosité. Rickson griffonna une autre note, puis se leva, s'excusant en murmurant qu'il retournerait au poste pour préparer un rapport préliminaire. Dès que la porte d'entrée se referma derrière lui, Madame Lestrange laissa échapper un long soupir. « Tu ne penses pas que c'était un accident, n'est-ce pas, Jane ?» Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Son regard s'attarda sur une photographie sur la cheminée, un jeune homme en uniforme de marine, décédé depuis longtemps. « C'est très facile, dit-elle doucement, d'imaginer un homme tombé. Surtout d'une fenêtre ouverte par une nuit chaude. Mais s'il a joué une seule note juste avant, eh bien, on peut se demander, était-ce un appel à l'aide ou un signal? Madame Lestrange frissonna. Il gardait son violon constamment sur lui, Jane. Il l'emportait même en ville, il ne le laissait jamais sans surveillance. C'est intéressant. Plus tard dans la journée, le village de Saint-Marie-Mide bourdonnait comme une ruche en ébullition. Chez l'épicier de High Street, Madame Withers affirmait à qui voulait l'entendre que M. Crowley était probablement un espion étranger. À la poste, Mademoiselle Hartwell murmurait avoir vu M. Crowley se disputer. Oui, se disputer. Avec le jeune Robert Finch la semaine précédente. Personne ne parvenait à s'accorder sur le genre d'homme qu'il avait été, mais tous étaient unanimes. Sa mort, accident, suicide ou meurtre, avait bouleversé leur routine de la pire des manières. Au presbytère, le révérend Key était assis dans son bureau, les sourcils froncés. C'était un homme bienveillant, quoique un peu confus, qui n'avait adressé la parole à M. Crowley que pour un bref salut dans la ruelle. Pourtant, lorsque Miss Marple arriva sans prévenir avec un petit pot de confiture de coin et un sourire innocent, il l'accueillit chaleureusement. « J'espère que je ne vous dérange pas, révérend, » dit-elle en s'installant sur la chaise en face de lui. « Pas du tout, Miss Marple. Mais je soupçonne que vous êtes venu avec autre chose que des conserves. »« Eh bien, j'avoue que je suis perplexe, » dit-elle. Madame Lestrange a mentionné que M. Crowley s'intéressait au presbytère. Je me demandais si vous vous souveniez de quelque chose d'inhabituel. Le vicaire hésita. Pas vraiment. Mais maintenant que vous le dites, il a assisté à l'un de nos offices du dimanche, il y a environ un mois. Il était assis tout au fond. Je l'ai remarqué seulement parce qu'il est parti brusquement après le deuxième cantique.
Il n'est pas resté pour le sermon. Miss Marple pinça les lèvres. Et lui avez-vous parlé ensuite? Non, mais j'ai trouvé quelque chose de curieux dans le recueil de cantiques qu'il avait utilisé. Un bout de papier avec les mots « Quinton, juin 1937 ». Elle a menti. Griffonné au crayon. Elle pencha la tête. C'est bizarre. Tu l'as toujours? Je l'ai gardé. Oui. J'ai pensé que c'était peut-être une note énigmatique qu'il lui avait adressée. Ou un fragment de verre. Il est dans la sacristie, je crois. Il le récupéra quelques instants plus tard, et Miss Marple le prit avec un discret « merci », le pliant dans son réticule avec une expression pensive. Elle passa l'après-midi à marcher, non pas sans but, mais avec une résolution tranquille. Elle descendit le chemin qui longeait la poste, puis le chemin derrière Langford House, et enfin se dirigea vers les archives du village, nichées dans l'arrière-salle de la bibliothèque, où un ancien système de classement, préservé de l'ordre moderne, reposait. À l'heure du dîner, elle avait trouvé quelque chose. Le nom, Quinton, n'apparaissait pas dans les annuaires récents, mais dans le registre de 1937, une année marquée par les dégâts des eaux et l'encre décolorée des commis disparus depuis longtemps, il était bien là. Quinton, Margaret. Gouvernante. Employé à Langford House de juin à septembre. Miss Marple cligna des yeux. Encore Langford House. Ce soir-là, Langford House elle-même était chaleureusement éclairée de l'intérieur alors que M. Gilles Wetherby organisait un dîner pour des invités sélectionnés du village, une tentative de remonter le moral, ou peut-être pour s'assurer qu'il restait au centre des affaires du village. Miss Marple ne faisait pas partie des invités, mais elle observait la maison depuis la lisière de la verdure, invisible dans le crépuscule, tricotant sur ses genoux. Elle ne regardait pas les fenêtres. Elle regardait les ombres qui tombaient derrière elle. Et tandis que l'horloge du clocher sonnait 8 heures, une silhouette sortit du jardin latéral. Robert Finch, l'air furtif, le col relevé, les mains enfoncées dans ses poches. Il marchait rapidement, non pas vers sa maison, mais vers le chemin du verger derrière la maison d'hôte. Miss Marple ne la suivit pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait que quelqu'un d'autre avait déjà suivi M. Crowley de cette façon, peut-être la veille de sa mort. Et peut-être avait-il aussi entendu cette note unique. Un avertissement. Oui, mais à qui? Elle se leva et rentra lentement chez elle, le mot dans son sac à main, le nom de Margaret Quinton murmurant dans ses pensées comme l'écho mourant d'une corde de violon. Le lendemain matin, un ciel gris et humide planait bas sur Saint-Marie-Mide, projetant un voile maussade sur les toits et les haies. Mademoiselle Marple, assise à sa table de petit-déjeuner avec une tranche de pain grillé légèrement beurré et un exemplaire du Times, prêtait peu d'attention à la bruine qui claquait doucement contre ses vitres. Ses pensées restaient fixées non pas sur le temps, mais sur le nom à moitié déchiré, inscrit des décennies auparavant dans le registre paroissial. Margaret Quinton. Gouvernante à Langford House, de juin à septembre 1937. Un bref mandat, qui s'est terminé aussi brusquement qu'il avait commencé. Miss Marple sirotait son thé, se laissant apaiser par la chaleur. Elle connaissait la famille Langford à cette époque. Le vieux colonel Langford et sa femme, tous deux disparus depuis longtemps. Pas d'enfants, mais ils avaient souvent accueilli des visiteurs saisonniers ou des parents éloignés pendant les mois d'été, toujours quelqu'un de jeune et d'incertain. Elle se souvenait d'un été particulier, il y a longtemps, où une jeune fille tranquille, au regard trop triste pour son âge, avait accompagné les Langford lors de leur promenade dominicale. La jeune fille avait disparu à l'automne, et personne n'avait plus parlé d'elle depuis. Miss Marple termina son toast, se leva et ramassa son imperméable. Les réponses, elle en était certaine, résidaient encore dans le passé, mais le présent commençait à en faire écho de manière troublante. Elle ne se dirigea pas directement vers Langford House, mais vers le parc, où elle rencontra la jeune Emily Hartwell en train de fermer les jardinières de la poste avant que la pluie ne s'intensifie. Emily, toujours avide de bavarder et jamais du genre à filtrer ses spéculations, salua Miss Marple d'un soupir théâtral. « Vous êtes au courant, mademoiselle Marple? On dit que Robert Finch a encore été aperçu rôdant autour du verger de Langford hier soir. Mon frère le jure. Et maintenant, le presbytère dit que quelqu'un a volé l'un des plus anciens registres paroissiaux. » « Volé? » demanda Miss Marple d'un ton doux, en croisant ses mains gantées. « Ça me paraît assez radical. Le pasteur qui a dit que c'était celui qui contenait des disques des années entre 30 et 40. On l'a découvert ce matin. Et le pauvre monsieur Wetherby est dans un sale état. Il dit que quelqu'un s'est introduit dans la salle de musique.
Une des armoires verrouillées a été forcée. C'est étrange, dit Miss Marple, son regard se portant au-delà d'Emily vers la lointaine au-delà de laquelle commençait le verger de Langford. Étage M, Wetherby l'a remarqué lui-même. Emily hocha la tête, les yeux écarquillés. Oui, ce matin. Il prétendait que rien n'avait été volé, mais que quelqu'un avait déplacé de vieilles factures. Il n'a pas encore signalé l'incident à la police. Il dit qu'il ne veut pas d'histoire à moins qu'il ne se passe autre chose. Mais ça lui a fait peur. Miss Marple murmura quelque chose de vague et continua son chemin, son rythme désormais délibéré. Elle arriva à Langford House peu avant 10 heures. Le majordome, si l'on peut appeler majordome le jeune Peter du village, la conduisit à travers les couloirs sonores avec une sorte de dignité d'emprunt. Monsieur Giles Wetherby, resplendissant dans un autre de ses gilets de velours et dégageant une légère odeur de clous de girofle et d'huile de lin, l'accueillit dans le salon avec plus de fracas que de chaleur. Mademoiselle Marple, je dois dire que cette maudite affaire avec Monsieur Crowley a jeté un voile noir sur la situation. Et maintenant, quelqu'un s'est amusé avec mes meubles à musique. Une collection très privée. Des manuscrits rares, des notes personnelles, des esquisses d'une symphonie que j'ai l'intention de terminer un jour. Pas de quoi tripoter. Je comprends tout à fait, dit doucement Miss Marple. Puis-je demander, Monsieur Crowley a-t-il jamais eu accès à ces armoires? Certainement pas, rétorqua Wetherby. Puis, après une pause, il corrigea, eh bien, peut-être une fois. Il a manifesté son intérêt pour une obscure pièce baroque que j'avais archivée. Une pièce hongroise. Je lui ai permis d'y jeter un bref coup d'œil, sous surveillance, bien sûr. Et diriez-vous qu'il a géré les scores avec précaution? Oh oui, de manière obsessionnelle, en fait. Il disait qu'il cherchait un motif particulier, une progression qui faisait écho à une chanson folklorique dont il se souvenait de son enfance. J'ai trouvé ça plutôt romantique. Miss Marple hocha légèrement la tête. Vous avez mentionné qu'il avait demandé à voir des dizaines de documents liés à la Hongrie. Oui. C'était apparemment son sujet de prédilection. Les vieilles traditions. Il a même demandé si des familles du coin avaient des racines hongroises, ce à quoi, bien sûr, je n'ai pas pu répondre. Cela vous dérangerait-il, demanda-t-elle délicatement, si je jetais un bref coup d'œil à la salle de musique? Wetherby hésita, mais céda d'un geste indulgent de la main. Très bien. C'est par la véranda. Je n'ai touché à rien depuis que j'ai découvert le problème. Elle le remercia et traversa la pièce vitrée pour rejoindre la petite bibliothèque musicale. Elle sentait le cirage, le vieux vélin et la poussière, une odeur agréable, légèrement érudite. Dans un coin, une armoire était entr'ouverte. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de dossiers, principalement des partitions et des partitions notées. Certains semblaient avoir été récemment fouillés. Elle passa légèrement ses doigts sur les titres, puis s'arrêta devant un dossier sans étiquette visible, à moitié dissimulé derrière un folio plus épais de Debussy. À l'intérieur se trouvait une lettre. Une enveloppe fine, oblitérée de Vienne, adressée non pas à M. Wetherby, mais à Margaret Quinton. Le cachet de la poste était daté de juillet 1937. La lettre n'avait jamais été ouverte. Miss Marple le remit en place très soigneusement et se retira, ses pensées devenant plus nettes. Le lien entre M. Crowley et Mademoiselle Quinton, bien qu'à des décennies d'intervalle, devenait de plus en plus évident. Une femme discrètement effacée de la mémoire du village, et un homme venu chercher la vérité derrière une chanson, un nom, et peut-être un mensonge. Dehors, la bruine s'était transformée en pluie battante. En traversant à nouveau la véranda, elle jeta un coup d'œil à travers la vitre et aperçut quelqu'un debout sur la pelouse, près du verger, Robert Finch. Il ne regardait pas la maison, mais les fenêtres de l'étage. Puis il se retourna et disparut dans les arbres. Miss Marple rentra chez elle, s'arrêtant brièvement pour échanger quelques plaisanteries avec un livreur de passage. Une fois à l'intérieur, elle sortit la lettre de son sac à main, celle de la sacristie. Quinton, juin 1937. Elle a menti. Mais qui était, elle? Et quel était le mensonge? L'après-midi, elle invita le jeune Léonard Brice, petit-fils de l'ancien chef de gare et aujourd'hui bibliothécaire du village, à prendre le thé. Léonard avait toujours le sens du détail et un faible pour le biscuit au citron de Miss Marple. Vous n'auriez pas entendu parler d'une certaine Margaret Quinton, par hasard? Demanda-t-elle entre deux verres. Léonard fronça les sourcils, pensif. Vaguement. Je crois qu'elle travaillait pour les Langford comme dame de compagnie ou gouvernante.
Il s'est passé quelque chose de scandaleux, mais personne n'a jamais expliqué quoi. Mon grand-père a dit qu'un homme était impliqué. De Londres. Quelque chose à propos d'un enfant. Un enfant? Léonard haussa les épaules. Jamais confirmé. Les Langford ont étouffé l'affaire. Elle est partie brusquement, je crois. Grand-père a dit qu'elle était partie en Europe. Peut-être à Vienne. Cette nuit-là, Miss Marple veilla plus tard que d'habitude, reconstituant ses souvenirs. Une jeune gouvernante renvoyée en disgrâce. Une lettre oubliée. Un enfant, peut-être né en secret. Et un violoniste, calme, intense, venu dans ce village jouer une musique qui pleurait un passé dont il ne pouvait jamais parler ouvertement. Mais quelqu'un l'avait compris. Quelqu'un qui, dans les jours précédant sa mort, était devenu de plus en plus agité. Qui avait peut-être cambriolé le meuble à musique. Qui avait certainement menti sur ce qu'il savait. Miss Marple ouvrit son carnet et écrivit une seule ligne en haut. À qui profite le silence? Puis elle en ajouta une autre. Qui a peur de ce qu'une chanson pourrait révéler? Et enfin, sous eux deux. L'avertissement était-il pour lui ou pour quelqu'un d'autre? Dehors, la pluie s'intensifiait. Et dans l'obscurité, à travers le village, une lumière vacillait à la lucarne de Langford House. Miss Marple posa son stylo et écouta. Ni au vent, ni à la pluie. Mais au silence qui avait suivi une seule note. Le lendemain matin arriva dans un calme inquiétant. La pluie était passée, mais l'air conservait cette odeur lourde et lavée de choses qui attendaient de recommencer ou de finir. Miss Marple se leva tôt, comme à son habitude, même si elle s'attarda plus longtemps que d'habitude près du feu du salon, son tricot intact sur ses genoux. Elle ne regardait pas les flammes. Elle se souvenait du rire d'un enfant lointain dans le temps, non dans l'espace. Un enfant jouant derrière les haies de Langford. Une gouvernante assise sur un banc, le regard perdu dans le lointain. Elle s'habilla, fit une promenade rapide le long du pré pour se calmer, puis se rendit une nouvelle fois au presbytère. Le révérend qui l'a reçu avec une inquiétude distraite, encore troublé par la disparition du registre paroissial. « Je crains que quelqu'un ne l'ait pris délibérément, » dit-il en lui tendant un biscuit au gingembre, les doigts tremblants. « Il n'y a aucune trace d'effraction. Mais j'ai cherché partout. Il a tout simplement disparu. » Miss Marple hocha gentiment la tête, mais son esprit était ailleurs. « Vous disiez avoir trouvé ce mot, celui concernant Miss Quinton dans le recueil de cantiques utilisé par M. Crally? »« Oui, juste glissé à l'intérieur. J'ai supposé que c'était son écriture. »« Je me demande, dit-elle doucement. Il est fort possible que le mot était déjà là. Placé? Même. Tout ce qu'on trouve n'est pas forcément laissé par celui qui le trouve, tu sais. » Le révérend qui cligna des yeux, les sourcils froncés. « Vous pensez que quelqu'un voulait que M. Crally le voie? »« C'est possible, dit-elle en se levant. En fait, c'est peut-être la raison même de sa venue ici. » Elle le laissa à ses pensées et se dirigea vers la bibliothèque du village, où le jeune Léonard Brice avait promis de trouver toute mention de Margaret Quinton dans la presse locale. Il l'accueillit à son bureau, l'air coupable, avec une petite pile de papier jauni. « Je n'ai pas trouvé grand-chose, a-t-il admis. Mais la Midshire Gazette de juillet 1937 contenait une curieuse entrée. Une petite annonce, à MQ, pardonnez-moi. Vous aviez raison. Ça n'aurait jamais dû finir comme ça. J'ai... » Les yeux de Miss Marple se plissèrent. « J'ai » répéta-t-elle. « Giles. Leonard Parrott Surprice. Giles Weatherby? Mais c'était un enfant. C'est possible. Mais les initiales peuvent être trompeuses, murmura-t-elle. Dites-moi, Langford House était-elle occupée pendant la guerre? Leonard hocha la tête. Oui, par un certain Harold Weatherby, l'oncle de Gilles. Retraité du ministère des Affaires étrangères, je crois. Plutôt reclus. Décédé en 1948. J'ai n'a hérité de la maison que l'année dernière. Miss Marple réfléchit à cela. La maison, la salle de musique, la lettre non envoyée, tout cela avait des racines plus profondes que ses souvenirs récents. Merci, Léonard. C'est très utile. Elle s'arrêta ensuite à la maison d'hôte. Madame Lestrange l'accueillit d'un hochement de tête lasse et d'une tasse de sirop de fleurs de sureau chaud. Elle paraissait plus maigre, comme si la mort du violoniste avait terni son esprit. « J'ai un autre souvenir, dit-elle sans préambule. La veille de la mort de M. Crally, il avait reçu une visite. Je n'ai pas vu qui c'était. Ils sont arrivés après la tombée de la nuit. Mais j'ai entendu des voix. L'une, aiguë, accusatrice. L'autre, basse et effrayée. Et puis, le silence.
Vous n'en avez pas parlé avant, dit doucement Miss Marple. Je pensais que c'était peut-être mon imagination. Ou un rêve. Mais maintenant, j'en suis certaine. Quelqu'un est venu le menacer. Ou le mettre en garde. Miss Marple la remercia et se leva pour partir, mais s'arrêta devant le miroir du couloir pour ajuster ses gants. Vous souvenez-vous si M. Crowley a déjà posté des lettres? On a reçu. Madame Lestrange hésita. Oui, une fois. La semaine dernière, il a envoyé un colis. Je m'en souviens parce qu'il a demandé de la ficelle. Il a dit qu'elle allait à Vienne. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Un carnet, relié en toile rouge. Et des partitions. Miss Marple retourna lentement à son cottage, son esprit alignant les pièces qu'elle avait rassemblées comme des ossements dans un plateau d'archéologue. Le colis, la lettre jamais ouverte, le livre paroissial volé, l'armoire forcée, le visiteur nocturne. La vérité n'était pas dans l'une de ces pièces, elle était dans tout ensemble. Après le thé, elle retourna à Langford House. M. Wetherby ne l'attendait pas et parut agacé jusqu'à ce qu'elle mentionne la salle de musique. « J'aimerais y jeter un second coup d'œil, » dit-elle. « Quelque chose me tracasse. » À contre-cœur, il l'escorta à l'intérieur. La porte de l'armoire était maintenant fermée à clé, mais Miss Marple demanda si elle pouvait revoir son contenu. Wetherby hésita. « J'ai bien peur de l'avoir mis en sécurité. Après l'incident. Alors puis-je simplement vous poser une question? » Il hocha brièvement la tête. « Vous avez hérité de cette maison de votre oncle Harold, si j'ai bien compris. » Oui. Aimait-il la musique? Non. C'était un diplomate. Pas très sentimental. Et pourtant, le meuble à musique était installé dans son bureau, n'est-ce pas? Wetherby parut vaguement surpris. Oui, je n'y avais jamais pensé. Étrange, n'est-ce pas, qu'un tel homme conserve des partitions manuscrites, ou des lettres non envoyées adressées à une gouvernante renvoyée en disgrâce. Son regard s'aiguisa. Tu es fouille. J'observe, dit-elle simplement, et je remarque, c'est ce que font les gens de mon âge quand on ne les intéresse pas dans les conversations. Il y eut une lueur dans son expression de l'alarme, peut-être, ou de la reconnaissance. Sais-tu ce que j'en pense? Continua-t-elle. Je pense que M. Crowley n'est pas venu ici simplement pour fuir quelque chose. Je pense qu'il est venu pour terminer quelque chose. Quelque chose commencé avant sa naissance. Le ton de Wetherby devint cassant. Et qu'est-ce que ce serait, s'il vous plaît? Une trahison. Un enfant né de la honte. Un secret de famille scellé dans la musique et des noms oubliés. Il rit, mais son rire était trop aigu. Quelle absurdité! Pas du tout, dit-elle calmement. Voyez-vous, je sais ce qui est arrivé à Margaret Quinton. Elle a été renvoyée. Réduite au silence. Envoyée avec un enfant dont personne ne voulait qu'il soit reconnu. Cet enfant a grandi à l'étranger. Il jouait du violon. Il a cherché son passé. Il est revenu ici, là où la vérité avait été enterrée. Il pâlit. Votre oncle gardait plus que des lettres, poursuivit-elle. Il gardait un secret. Un secret qu'il espérait ne jamais voir ressurgir. Mais la musique se souvient, Monsieur Wetherby. Ses notes portent le chagrin. Et Monsieur Crowley, il l'a entendu. Wetherby bougea brusquement, mais pas vers elle. Il porta la main à sa poitrine, les doigts tremblants. Il s'arrête. Il m'a menacé. Il a dit qu'il révélerait tout. Tu avais peur du scandale. Je méprise le scandale. Mais vous méprisez encore plus la vérité. Le silence s'étendit entre eux. Finalement, Wetherby parla, à voix basse. Je ne voulais pas le tuer. On s'est disputé. Il a glissé. C'était le violon, j'ai essayé de le lui prendre. Il a crié quelque chose dans cette langue horrible et est tombé. Cette note, celle qu'ils ont entendue, elle n'a pas été jouée. C'était le bruit de la corde qui claquait lorsqu'il a heurté le sol. Miss Marple ne dit rien. Il s'affala sur une chaise. J'ai enterré le carnet rouge dans le verger. Il était plein de choses, des noms, des dates, et même une mélodie intitulée La complainte de la mer. Il a dit qu'il l'enverrait à un musée de Vienne, que les gens sauraient ce que faisaient les Wetherby. Dehors, le vent bruissait à travers les arbres du verger. Je pense, dit doucement Miss Marple, que vous devriez parler aux gendarmes. Je vais le chercher. Et elle l'a fait. En quittant la maison, elle passa devant la véranda, et dans le coin où se trouvaient autrefois les violons, un son faible et persistant sembla flotter dans l'air. Pas de la musique. Un souvenir. Un avertissement, enfin compris. L'agent Rickson arriva à Langford House moins d'1 heure plus tard,
convoquée par mademoiselle Marple avec l'autorité discrète qu'elle seule pouvait exercer. Elle n'avait parlé à personne de sa conversation avec M. Wetherby, pas encore. Le village, encore imprégné des séquelles de la mort de Sandor Crowley, n'avait pas besoin d'être bouleversé prématurément. La vérité, pensait-elle, devait être posée avec douceur, comme une dentelle fragile sur une vieille blessure. Wetherby les accueillit à la porte avec une attitude qui avait imperceptiblement changé. Il était plus pâle, certes, mais il y avait autre chose, une légère déprime, comme si l'échafaudage de l'orgueil hérité s'était enfin effondré. Il ne résista pas lorsqu'on lui demanda de parler en privé avec le gendarme. Miss Marple, quant à elle, était assise tranquillement dans le salon avec un petit verre de madère, déclinant les tentatives de Peter le Majol de lui apporter du thé ou des biscuits. Dans le couloir, la voix étouffée de Wetherby montait et descendait. Pas de Chris, pas de déni. Juste quelques silences, que Miss Marple savait être le moment où la vérité surgissait de la honte. Il était presque midi lorsque l'agent Rickson réapparut, le visage figé et résolu. Il a avoué son rôle, dit-il doucement, debout juste sur le seuil. Ce n'était pas un meurtre, pas au sens strict du terme. Une bagarre, une chute. Mais le reste, la dissimulation du carnet, le silence qui a suivi, c'est au minimum de l'obstruction. Miss Marple hocha la tête. Et le mobile? Rickson hésita. Il prétend n'avoir appris toute l'histoire que récemment. Son oncle, Harold Wetherby, aurait eu un enfant avec Margaret Quinton, la mère de M. Crowley, semble-t-il. Harold aurait organisé sa disparition et dissimulé l'identité de l'enfant. J'ai dit qu'il pensait que tout cela n'était que des ragots de famille jusqu'à l'arrivée de Crowley pour poser des questions. C'est là qu'il a commencé à paniquer. Et lorsque M. Crowley a découvert la vérité, il a menacé de la révéler. Alors Wetherby a essayé de le faire taire, conclut Rickson. Il nous a indiqué où se trouve le carnet enterré. Nous le récupérons cet après-midi. Miss Marple s'est levée. Vous le trouverez sous le vieux pommier, je suppose. Celui près de la clôture. On voyait souvent M. Crowley se tenir là au crépuscule. Rickson hocha lentement la tête. Il a quitté Vienne à la recherche de son père. Il a trouvé un mensonge à la place. Oui, murmura-t-elle. Et il essaya de réparer les dégâts de la seule manière qu'il connaissait, avec la musique. Lorsque Miss Marple revint au village, la grande-rue était inhabituellement calme. La nouvelle ne s'était pas encore répandue, mais un étrange silence semblait planer sur Saint-Marie-Mide, comme si un instinct chez ses habitants pressentait que l'un des leurs avait manqué à la décence à laquelle ils prétendaient. Tous se conformaient. Elle passa devant la boulangerie et l'épicerie sans s'arrêter, devant la poste et le jardin. Elle s'arrêta devant la bibliothèque, où Léonard Brice fermait sa porte pour déjeuner. Il lui sourit nerveusement, comme s'il n'était pas sûr de devoir parler. « J'ai pensé que vous aimeriez savoir, » dit-il enfin. « J'ai trouvé une deuxième petite annonce. Octobre 1937, Vienna Daily. Juste 3 mots, il est sain et sauf. Miss Marple's Sodent Sun Regard. Je crois que oui, à l'époque. Mais plus maintenant. » Elle retourna ensuite à la maison d'hôte. Madame Lestrange avait pris l'habitude de rester assise dans son salon la majeure partie de la journée, les mains jointes sur un livre qu'elle n'avait jamais vraiment lu. Elle leva les yeux à l'entrée de Miss Marple, et quelque chose dans son regard s'adoucit aussitôt. « Ont-ils trouvé la vérité ?» demanda-t-elle. « Oui. » Madame Lestrange cligna rapidement des yeux, puis regarda vers la fenêtre où la pluie avait laissé de légères traînées sur la vitre. « Il m'a demandé un jour, dit-elle, si c'était un endroit où les gens se souvenaient. Ou oubliaient. Et qu'as-tu dit? » Je lui ai dit que cela dépendait de la personne à qui tu demandais. Miss Marple hocha la tête. C'est une bonne réponse. Ils restèrent assis ensemble un moment de plus, le silence étant cette fois agréable. Je pense qu'il a très tôt soupçonné l'identité de son père, dit finalement Madame Lestrange. Mais il avait besoin de preuves. Et quand il les a trouvées, eh bien, certains diraient que c'était dangereux. Certains le feraient, acquiesça Miss Marple. Et d'autres appelleraient cela justice. De retour à son cottage, elle s'assit à la fenêtre, tricotant de nouveau, même si le fil pendait entre ses doigts. Elle pensait à Margaret Quinton, une jeune femme humiliée et exilée, effacée avec la brutalité silencieuse que seules les familles respectables savent gérer. Et elle pensait aussi à Sandor Crowley, qui avait tenté de transformer la douleur en mélodie, qui avait remonté le temps non pour se venger, mais pour comprendre qui il était. Et de Gilles Wetherby, dont le crime n'était pas seulement une poussée désespérée dans le feu de la panique,
mais la tradition séculaire d'hommes comme lui, ceux qui croyaient que le silence était préférable au scandale. Ce soir-là, les villageois apprirent enfin les détails. L'agent Rickson, choisissant ses mots avec soin, expliqua au conseil paroissial que M. Wetherby ne contesterait pas l'accusation d'homicide involontaire. Le carnet avait été retrouvé, les fragments de violon préservés, et le conservatoire de Vienne avait déjà confirmé qu'il recevrait le manuscrit musical, la complainte de la mère, dans sa collection de compositeurs émigrés réduits au silence lors de bouleversements politiques et personnels. L'histoire, comme toutes les bonnes histoires de Saint-Mary Mead, allait devenir un mythe d'ici la fin de la semaine. Mais Miss Marple connaissait la vérité sous les murmures. On ne la vit pas beaucoup le lendemain. C'était dimanche, et elle choisit de rester à la maison, relisant un roman qu'elle avait depuis longtemps l'intention de relire. Le sermon du pasteur résonnait par la fenêtre ouverte, par fragments lointains, des phrases comme « La vérité finira par éclater » et les péchés du Père, portés par la brise. Une seule fois, elle jeta un coup d'œil à son carnet et écrivit une dernière ligne sous le gribouillage précédent. Le violon a chanté un avertissement. Et quelqu'un a finalement écouté. Ce soir-là, un petit colis est arrivé en main propre, remis par Léonard Brice. « Ça vient du commissariat », a-t-il dit. « Ils ont pensé que vous deviez le recevoir. » À l'intérieur du colis, soigneusement emballé, se trouvait un seul objet, le chevalet du violon. L'arc de bois sculpté qui maintenait autrefois les cordes au-dessus du corps de l'instrument. Il était légèrement fendu, usé sur les bords. Mais il était resté intact. Miss Marple le fit tourner entre ses doigts, puis le plaça soigneusement sur le rebord de la fenêtre à côté d'une petite photo encadrée de son père, qui, il y a longtemps, jouait de l'alto dans leur trio paroissial. Et puis elle se remit à tricoter. Non pas que l'affaire fût définitivement close, mais parce que, à sa manière calme, elle comprenait que la musique s'était arrêtée et que le silence qui suivit n'était pas l'absence, mais la paix. Le lendemain matin, un lundi frais et ensoleillé apporta un équilibre fragile à Saint-Mary Mead. La pluie avait purifié l'air et les haies bordant les ruelles du village scintillaient de rosée, comme si la terre elle-même avait décidé de prendre un nouveau départ. Et pourtant, alors même que le village reprenait son rythme habituel, promenade de chiens, grincement de volets de magasins, cliquetis de bouteilles de lait sur les marches, une tension sous-jacente persistait. Au cottage d'Old Mill Lane, Miss Marple passait sa matinée tranquillement, prenant soin de ses rosiers et de remplir le bain d'oiseaux, même si ses pensées restaient embrouillées par quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. L'affaire, pour le gendarme et la justice, était close. Gilles Wetherby avait avoué du moins en partie. L'identité de Sandor Crowley avait été confirmée, et les origines tragiques de sa brève et brillante vie révélées. Et pourtant, il y avait des choses qui n'étaient pas faciles à régler. Toutes les questions n'ont pas trouvé de réponse. Elle avait commencé à se demander, en silence, si les aveux de Gilles Wetherby étaient entièrement véridiques. Pas dans les grandes lignes, elle n'en doutait guère. La mort n'avait pas été préméditée, cela semblait évident. Mais il y avait une dimension dans les aveux de Wetherby qui lui semblait réfléchie. Maître Z, un homme qui avait grandi dans le pouvoir et la performance ne renonçait pas, soupçonnait-elle, à tout d'un coup. Juste après 11 heures, Miss Marple entra dans le bureau de poste pour acheter des timbres et saluer tranquillement Miss Hartwell, qui échangeait une fois de plus des ragots sous prétexte de distribuer des bulletins de pension. « Eh bien, dit Miss Hartwell d'un ton significatif en triant les enveloppes, je suppose que c'est fini, n'est-ce pas? Quel dommage! Et le pauvre monsieur Wetherby, quelle disgrâce! J'ai toujours dit que ces gilets de velours étaient synonymes d'ennui. » Miss Marple accepta ses timbres et répondit seulement. « Ce sont rarement les gilets, ma chère. Plus souvent les coutures en dessous. » Elle partit avec un petit sourire et se dirigea vers la verdure, où la porte de la bibliothèque était légèrement entr'ouverte et où l'on pouvait voir le jeune Léonard Brice ranger des livres avec son assiduité habituelle. Il leva les yeux à son entrée et lui adressa son habituel sourire en coin. « Il y a autre chose, dit-il sans qu'on lui demande, ce que Miss Marple prit comme à la fois inquiétant et efficace. Dans le carnet que M. Crowley a envoyé à Vienne, poursuivit Léonard, les conservateurs ont traduit la dédicace au début. Elle était en hongrois, et ils ont pensé qu'elle pourrait être utile à partager localement. Un membre du personnel connaissait quelqu'un au consulat. J'en ai reçu un exemplaire ce matin. » Il lui tendit un bout de papier dactylographié. Miss Marple le prit et le lut lentement. « Pour la femme qui chantait des berceuses sans parole. Et pour l'homme qui m'a appris le silence. » Elle le plia soigneusement et le rangea.
Un homme poétique. Léonard fronça les sourcils. Tu crois qu'il parlait de sa mère et de Gilles Weatherby? Miss Marple lui lança un regard à la fois bienveillant et légèrement contrit. Je pense, cher Léonard, qu'il pensait exactement ce qu'il a écrit. Mais ce n'est pas toujours l'homme évident qui nous apprend le silence. Cet après-midi-là, Miss Marple retourna à Langford House. Elle ne s'attendait pas à être admise, le gendarme avait pris possession de la salle de musique et M. Weatherby ne recevait plus de visiteurs. Mais Peter, le majordome à temps partiel, semblait ravi de sa présence familière et la laissa entrer d'un signe de tête reconnaissant. « Normalement, je ne le ferai pas, mademoiselle, dit-il, mais vous semblez toujours apporter le calme. On m'a dit que j'apportais des gâteaux au thé et des ennuis dans une égale mesure, répondit-elle en entrant. La salle de musique était inchangée, mais on avait l'impression qu'elle était désormais sous surveillance, rien n'était perturbé, mais une légère mise en scène régnait. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda le verger. « Je me demande, dit-elle, plus pour elle-même que pour quiconque, si l'oncle de M. Weatherby n'a pas laissé derrière lui plus que de la honte. Peut-être un schéma récurrent. L'histoire se répète souvent, surtout dans les familles où le silence se transmet comme de l'argenterie. » Elle partit peu après, refusant poliment l'offre de thé de Peter. Tandis qu'elle descendait le chemin de gravier, ses pensées revinrent à la phrase du carnet. « L'homme qui m'a appris le silence. » Si cet homme avait été Harold Weatherby, c'était logique. Mais quelque chose clochait. Harold était mort alors que Sandor était encore un enfant. Le silence pouvait-il vraiment être enseigné si jeune par un inconnu? Ou le message était-il moins littéral qu'il n'y paraissait? Elle se retrouva devant la maison d'hôte. Le vent avait de nouveau tourné, apportant maintenant un léger parfum de jacinthe et de terre labourée. Madame Lestrange ouvrit la porte avant même de frapper. « J'avais le pressentiment que tu reviendrais. » dit-elle. « Tu cherches le fil conducteur. » Miss Marple pencha la tête. « Vous avez toujours eu une intuition très fine. Puis-je entrer? » Ils s'installèrent dans le salon et Miss Marple, après quelques minutes de plaisanterie sans importance, demanda doucement. « Monsieur Crowley a-t-il jamais mentionné le nom de Gilles Weatherby? » Madame Lestrange hésita. « Il ne l'a pas fait. Jusqu'à la veille de sa mort. Il a demandé si Gilles était déjà allé à l'étranger. Je lui ai dit que je pensais qu'il avait voyagé pendant ses études, en Europe, peut-être à Vienne. Il est devenu silencieux après ça. Et il n'a jamais mentionné Harold Weatherby. Non. Seulement, un jour, il a demandé si Gilles avait des demi-frères et sœurs. J'ai ri. Je lui ai dit que Gilles était le seul, à ma connaissance. » Les doigts de Miss Marple tapotèrent légèrement l'accoudoir de son fauteuil. Mais il n'a jamais dit pourquoi il avait posé cette question. Non. Mais il avait ce petit dossier en cuir, caché dans sa valise. Je ne l'ai vu qu'une fois, en changeant les draps, et la valise était ouverte. Il y avait des photos dedans, et un acte de naissance. Mais pas le sien. Le regard de Miss Marple s'aiguisa. « Avez-vous vu le nom? » Madame Lestrange réfléchit, puis hocha lentement la tête. C'était un nom de femme. Je suis presque sûr qu'il s'agissait d'Elizabeth Crowley. Miss Marple se leva doucement, quelque chose en elle s'alignant maintenant. Elle rentra chez elle à pied, dans la longue lumière dorée de cette fin d'après-midi, d'un pas lent mais déterminé. Une fois arrivée, elle s'assit à son bureau et sortit son carnet. Les lignes qu'elle avait écrites quelques jours plus tôt lui revinrent avec une clarté nouvelle. À qui profite le silence? Elle a tracé une nouvelle ligne en dessous, puis a écrit. Qui le préserve? Ce n'était pas Gilles Weatherby qui avait érigé le mur du silence. Celui-ci avait déjà été construit bien avant par Harold, certes, et par la famille élargie qui lui avait permis de le faire. Mais Gilles ne l'avait pas brisé. Il en avait hérité. Et peut-être avait-il vécu toute sa vie sous son ombre. Pourtant, Sandor n'était pas venu pour se venger, mais pour la reconnaissance. Pour la vérité. Et lorsque Gilles le lui avait refusé, il s'était tourné vers Vienne, vers la musique, vers ceux qui l'écouteraient. Et quelqu'un avait craint ce qu'il avait découvert. Quelqu'un d'autre que Gilles Weatherby. Le lendemain matin, une lettre arriva pour Miss Marple, oblitérée par le consulat d'Autriche à Londres. À l'intérieur se trouvait une photographie, tirée de l'exemplaire d'archives du carnet rouge. On y voyait une femme aux yeux noirs, tenant un bébé dans ses bras, debout à côté d'un homme en uniforme dont le visage avait été griffé. Au dos, de l'écriture serrée et délibérée de Sandor, étaient écrits les mots suivants. Ma sœur, Elisabeth, née en 1938. Disparue depuis 1956.
Puis cette musique l'a retrouvée. Miss Marple ferme Lassio. Il n'y avait jamais eu un seul enfant. Giles Weatherby n'était pas le demi-frère de Sandor Crowley. C'était son neveu. Et Elizabeth Crowley, quelque part, quelqu'un qui avait disparu dans sa jeunesse, pourrait encore être retrouvé. Miss Marple savait que le passé n'en avait pas fini avec eux. Pas tout à fait. Et parfois, il ne s'arrêtait pas avec la mort. Parfois, cela se terminait par une reconnaissance. Elle posa la photo, plia soigneusement la lettre et reprit son tricot. Mais pas avant d'avoir noté une chose dans son livre. La vérité est une mélodie. Parfois, il faut l'entendre 2 fois. 2 jours passèrent, calmes en apparence, même si, en profondeur, le village semblait vibrer d'une tension sourde, telle une corde pincée attendant de se calmer. Il n'y eut plus de révélations dramatiques, plus d'agents de police se hâtant sur les sentiers, plus de murmures plus forts que ceux échangés habituellement autour des légumes du marché ou sous les sèche-cheveux du salon de Madame Paulet. Mais Miss Marple savait que ce calme était celui de l'attente, celui qui précède la découverte, et non la paix. La lettre du consulat reposait toujours sur son bureau, la photo d'Elizabeth Crowley soigneusement rangée dans ses plis. Miss Marple l'avait regardée plusieurs fois, se demandant, une fois de plus, comment le souvenir pouvait survivre dans un visage, la forme d'une joue, l'inclinaison d'un sourcil, et comment le passé se dissimulait dans la descendance, comme un filigrane sur du papier. Elle savait désormais, ou croyait le savoir, que le cœur de l'histoire n'était pas du tout Sandor Crowley. C'était Elizabeth. Cachée, peut-être volée, peut-être perdue. Et si Sandor était venu retrouver Giles, découvrir le péché d'Harold Weatherby, alors peut-être son but ultime n'était-il pas simplement de rechercher sa propre lignée, mais la sienne. La sœur née de la même ombre, dont le silence avait été plus long et plus définitif. Et ainsi, Miss Marple, comme toujours, commença par le village. Pas seulement Saint-Marie-Mead, mais ses habitants, ses histoires, ses rumeurs. Elle retourna au presbytère, car le révérend qui y avait accès aux archives spirituelles et civiques, plus important encore, un goût prononcé pour l'ordre qui le rendait attentif aux détails. Autour d'un thé et de biscuits au gingembre, elle posa une question apparemment désinvolte. Vous souvenez-vous, révérend, d'un enfant placé vers 1956? C'était sans doute dans un contexte plutôt privé. Une fille, peut-être une dizaine d'années. Un nom de famille inhabituel. Étranger, peut-être. Qui fronça les sourcils, pensif. Maintenant que tu le dis, oui, il y avait une fille. Amenée au village par un homme et une femme, elle prétendait être son oncle et sa tante, même si j'ai toujours soupçonné le contraire. Une enfant mince, cheveux noirs, très calme. On disait qu'elle s'appelait Eliza Carr, mais l'accent était faux. Elle n'est pas restée longtemps. Envoyée dans un pensionnat du Devon, je crois. Miss Marple hocha lentement la tête. Et le couple qui l'a amené, des gens du coin? Non. Ils avaient loué le vieux cottage Partridge pour l'été. Ils sont partis juste avant la Saint-Michel. Je ne les ai plus jamais revus. Eliza Carr. Un nom qui ressemblait juste assez à Crowley pour susciter la suspicion. Et si son silence avait été inculqué aussi délibérément que la musique de Sandor avait été nourrie, alors peut-être que cet enfant, Elizabeth, avait simplement été caché à la vue de tous, ses souvenirs réorganisés pour épouser la forme souhaitée par ses gardiens. Du presbytère, Miss Marple se dirigea de nouveau vers la bibliothèque. Léonard Brice, comme toujours, s'illumina à son approche. Après quelques questions aimables et un scone qu'elle avait gentiment apporté, elle le poussa à fouiller dans les vieux registres scolaires. En fin d'après-midi, il revint à ses côtés, un dossier poussiéreux à la main. « La voilà », dit-il en désignant le nom. Eliza Carr enrôlée en octobre 1956. Désengagée au printemps 1957. Où est-elle allée après ça? Il secoua la tête. Aucune trace ici. Mais il y a une note, transférée sous tutelle privée, sans adresse de réexpédition. C'est inhabituel. Oui, répondit Miss Marple. Mais pas, je le crains, sans précédent. Elle quitta la bibliothèque, les pensées confuses et brouillées, mais elle s'éclaircissait à chaque pas dans les ruelles du village. Pendant des décennies, quelqu'un avait travaillé d'arrache-pied pour garder le passé enfoui. Harold Weatherby avait commencé. Giles, par loyauté ou par peur, l'avait poursuivi. Mais quelqu'un d'autre, peut-être beaucoup plus délibéré, avait réglé les détails les plus subtils. Une jeune fille avait disparu des archives. Une enfant transportée à travers les pays, son nom avait changé.
ses souvenirs probablement obscurcis par le temps et les traumatismes. Miss Marple considéra les quelques noms dont on n'avait pas encore retrouvé la trace, ceux qui étaient discrètement présents, toujours en retrait mais jamais interrogés. L'un d'eux, soupçonné elle, avait contribué à la disparition d'Elizabeth Crawley. Pas nécessairement par malveillance, mais peut-être par ce qu'il croyait être de la clémence. Ou, tout aussi probablement, pour protéger quelqu'un de puissant. Ce soir-là, elle se retrouva à nouveau à la maison d'hôte. Madame Lestrange était devenue plus réservée ces derniers jours, mais elle ouvrit la porte avec sa grâce habituelle. Miss Marple fut introduite dans le salon et servit de l'eau d'orge citronnée sans qu'on la lui demande. « Je suis venue, » dit doucement Miss Marple, « pour vous parler de l'été 1956. » Madame Lestrange se figea. Sa main se serra légèrement sur la vitre. « Je n'étais pas à Saint-Marie-Mead en 1956, dit-elle d'un ton neutre. Non, acquiesca Miss Marple. Mais vous étiez dans le Devon. D'après les listes électorales, vous viviez alors à Brixham. Et d'après le registre du pensionnat, Eliza Carr a été placée dans un foyer privé à Brixham, sous la garde d'une certaine Miss Joséphine Leston. Un nom que vous avez, je crois, utilisé dans vos correspondances avant de reprendre votre nom de jeune fille. » La gorge de Madame Lestrange se serra une fois, comme si elle avalait quelque chose de sec. Elle était effrayée, dit-elle finalement. Et toute petite. Je ne savais pas qui étaient ses parents. Je savais seulement qu'elle avait été abandonnée par des gens qui ne voulaient pas qu'on la retrouve. Et vous l'avez protégée, dit doucement Miss Marple. Je pensais bien faire. Elle n'avait personne. Pas de voix. Pas de passé dont elle puisse parler. Je lui ai apporté de la stabilité. Je lui ai donné la chance de prendre un nouveau départ. Sais-tu où elle est maintenant? Madame Lestrange hésita, puis hocha la tête. Elle est professeure de musique. Dans le Sussex. Elle a encore changé de nom à l'âge adulte, par choix cette fois. Elle a un fils. Il joue du violon, curieusement. Plutôt doué. Les yeux de Miss Marple s'embuèrent brièvement, mais son visage resta immobile. C'était la sœur de Sandor. Il est venu la chercher. Je m'en doutais, murmura Madame Lestrange. Mais je n'ai pas osé le dire. J'ai pensé que cela la détruirait de connaître la vérité. Et maintenant? Je ne sais pas. Il est parti. Et elle ne l'a jamais su. Miss Marple se leva, la voix plus douce qu'auparavant. Alors, il est peut-être temps qu'elle le fasse. Elle quitta la maison d'hôte en silence, la lumière du salon luisant encore faiblement derrière elle. La soirée était longue et douce, le ciel se transformant peu à peu en un crépuscule argenté. Elle retourna à son cottage, sortit son carnet, et d'une main ferme et assurée, écrivit. Le violon n'a pas seulement chanté un avertissement, il a chanté des retrouvailles qui n'ont jamais eu lieu. Et en dessous de ça, mais la musique résonne, même après que la note soit morte. L'air matinal était chargé d'une pointe de sel due au vent de la Manche, comme si le village avait emprunté son souffle à la côte. Miss Marple, après un sommeil léger, était assise à sa table de petit déjeuner, une seule tranche de pain grillé intacte dans son assiette. Sa tasse de thé était froide depuis longtemps. Dehors, les moineaux voletaient entre les haies, mais elle les observait sans se concentrer. Son esprit, comme toujours, n'était pas concentré dans la pièce. Eliza Carr était vivante. Ni disparue, ni oubliée. Vivant sous un nouveau nom dans le Sussex, elle enseignait la musique. Une femme dont la vie était forgée de fragments, dont la stabilité était assurée par la détermination tranquille d'une personne comme Madame Lestrange. Mais Sandor Crawley ne l'avait jamais rejointe. Sa musique, son message, étaient arrivés trop tard. Cette pensée tiraillait Miss Marple d'une tristesse sourde. Ce n'était pas seulement que Sandor soit mort sans l'avoir retrouvé. C'était qu'il s'était approché si près, plus près que quiconque ne l'aurait cru. Cette dernière note, celle que Madame Lestrange avait entendue avant sa chute, aurait pu être un signal pour elle comme pour n'importe qui d'autre. Une sorte de carte de visite musicale entre frères et sœurs séparés par le silence. En milieu de matinée, Miss Marple avait écrit une brève lettre. Pas très longue. Juste quelques lignes à Eliza, désormais connue sous le nom de Madame Hélène Marshall, expliquant qu'un homme était venu à Saint-Marie-Mead en quête de famille et que, bien qu'il fût parti, il avait laissé derrière lui une part de son histoire en musique. Un frère. Une origine commune. Une vérité trop longtemps dissimulée. Elle n'entra pas dans les détails concernant les Wetherby ni la chute par la fenêtre de la maison d'hôte. Pas encore. Le poids de tout cela viendrait plus tard, le moment venu. Cette lettre était une porte, pas un fardeau.
Elle se rendit elle-même au bureau de poste pour l'envoyer, déposant soigneusement l'enveloppe dans le bac de tri de mademoiselle Hartwell. En se retournant pour partir, elle aperçut Robert Finch qui flânait près de la cabine téléphonique, les mains enfoncées dans les poches, l'observant avec cette curiosité inquiète que les jeunes hommes réservent à ceux qu'ils soupçonnent de les dépasser. Elle marqua une pause. « Belle journée, monsieur Finch. » Il hocha brusquement la tête. « C'est vrai alors? À propos de ce type, le violoniste, qu'il était, de la famille? » « D'une certaine manière, oui, » répondit doucement Miss Marple. « Mais plus que ça, c'était quelqu'un qui avait besoin d'être entendu. » Robert racla le trottoir avec sa botte. « Je ne savais pas. Pas vraiment. Je pensais que c'était juste un faux. Toujours à ruminer, toujours à surveiller. » « Parfois, » dit Miss Marple, « on confond tristesse et suspicion. Une erreur courante. » Il détourna le regard, honteux, et elle le laissa à ses pensées. À la maison, la journée s'écoulait lentement. Le village reprit ses habitudes, ignorant que la véritable résolution de l'histoire n'était pas venue de l'arrestation ou des aveux, mais de la lettre qui voyageait désormais à travers les comtés. Miss Marple continuait à tricoter, mais ses aiguilles avançaient sans rythme. Son esprit revenait sans cesse au dernier trou persistant du récit. Surtout, le carnet rouge. Il avait été envoyé à Vienne, certes, et partiellement copié par les conservateurs. Mais qu'en était-il de l'original? Sandor avait-il tout envoyé? Avait-il peut-être gardé quelque chose de trop personnel, de trop dangereux ou de trop inachevé? En fin d'après-midi, elle reprenait le chemin qui menait au verger derrière Langford House. Les pommiers étaient en fleurs précoces, quelques pétales blancs se figèrent dans l'herbe, l'air était imprégné d'une odeur de terre humide et de pollen. Elle s'arrêta devant l'arbre où le carnet avait été déterré, son regard scrutant le sol. C'est là qu'elle le remarqua, petit, à moitié enfoui sous le paillis. Un bouton, pas vieux, mais distinctif, du laiton foncé, orné du genre de fioritures élégantes qu'on peut voir sur les gilets sur mesure. Elle s'agenouilla lentement et le ramassa. Giles Weatherby. Mais Giles Weatherby avait été emmené près d'une semaine auparavant. Il avait avoué et indiqué à la police où se trouvait le carnet. Pourquoi un de ces boutons réapparaîtrait-il maintenant, fraîchement desserré, fraîchement enterré? Sauf si, à moins que quelqu'un d'autre ne soit venu ici après, quelqu'un essayant de retrouver ce qui avait pu être laissé derrière. Elle se leva lentement, épousseta ses genoux et retourna vers la maison. Peter ouvrit la porte avec sa déférence habituelle, même si ce jour-là son sourire semblait forcé. « Peter, » dit-elle doucement, « puis-je entrer? » Juste un instant. Il hésita, puis s'écarta. Elle entra directement dans la salle de musique. Elle était rangée, débarrassée de toute trace et de toute tension. Mais quelque chose de nouveau s'y était ajouté. Une partition posée sur le bureau. Pas celle de Giles. L'écriture était différente, plus serrée, plus nette. Elle s'approcha et lut les premières mesures. Une mélodie lente et plaintive. Inconnue, mais envoûtante. Pierre se tenait derrière elle. « Tu as écrit ça, » dit-elle, non pas comme une question. Il resta silencieux un long moment. C'était censé être une réponse. À Sandor. Il hocha la tête. Il m'a dit un jour que la musique était le seul moyen pour lui d'exprimer ce qu'il pensait. Je ne l'ai pas compris à l'époque. Mais après sa mort, après avoir vu ce qu'il avait laissé derrière lui, ça a pris sens. Alors j'ai essayé. Juste une fois. Pour lui. Miss Marple se tourna lentement vers lui. Le saviez-vous? Peter baissa les yeux. Jusqu'au jour de sa mort. Il m'a parlé ce matin-là. Il m'a dit qu'il quittait Saint-Marie-Mead. Qu'il avait trouvé la vérité, et que ce n'était pas ce qu'il espérait. Il a dit qu'il enverrait le reste de la musique de Londres. Qu'il devait partir avant que quelqu'un ne l'arrête. Et pourtant, il n'est jamais parti. J'aurais dû le suivre, dit Peter, la voix brisée. Mais je ne savais pas où il allait. Et puis ce bruit, cette note horrible. Miss Marple tendit la main et lui toucha doucement le bras. Ce n'était pas ta faute. Il eut un faible rire. Je crois que j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de tragique en lui. Mais je ne savais pas à quel point. Elle regarda à nouveau la partition. Ça te dérangerait si je t'envoyais ça avec le reste de ses archives? Peter cligna des yeux. Ce n'est pas vraiment. C'est vrai, dit-elle doucement. Et c'est peut-être la seule pièce qui complétera les autres. Elle le laissa dans le silence de la pièce, les mains sur le bord du bureau, la tête baissée, non par culpabilité, mais par réflexion. Dehors, le vent s'était légèrement levé,
bruissant dans le verger avec un bruit presque semblable à un soupir. De retour à son chalet, elle plia la musique de Peter dans une nouvelle enveloppe, adressée une fois de plus à Vienne, et y joignit une note. Ce n'est pas la main de Sandor, mais je crois qu'elle appartient à la sienne. Peut-être la dernière conversation d'un homme dont la musique n'a jamais atteint sa destination est la seule personne qui ait enfin tenté d'y répondre. Elle a scellé l'enveloppe et s'est dirigée vers la boîte aux lettres. Cette fois, lorsque le rabat se referma, elle sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine. Un doux silence, pas le genre lourd, mais le genre qui survient à la fin d'une chanson lorsque l'accord final est encore suspendu dans l'air. L'histoire n'était pas terminée. Elle ne le serait jamais vraiment, tant que ses échos perdureraient dans la musique, dans les mémoires, chez ceux qui en avaient porté le poids. Mais pour la première fois depuis des semaines, Miss Marple croyait qu'elle avait atteint son rythme. Et maintenant, le reste ne serait que silence. La semaine suivante s'écoula avec une douceur solennelle, comme si le village prenait soin de ne pas perturber une surface fraîchement tassée. La vie reprit son rythme habituel. Les enfants retournèrent à l'école, la guilde des femmes se réunit pour discuter d'une vente de pâtisserie à venir, et le révérend qui prononça un sermon sur la réconciliation, si chargé d'euphémismes si précis que même mademoiselle Hartwell, peu connue pour sa subtilité, remarqua plus tard qu'il ressemblait à un sermon enveloppé dans un murmure. Mais derrière la routine, l'histoire de Sandor Crowley persistait. Miss Marple le sentait à la façon dont les gens s'arrêtaient en passant devant la maison d'hôte, ou à la façon dont Léonard Brice rangeait le dossier contenant les dossiers scolaires légèrement à l'écart des autres dans le placard de la bibliothèque. Quelque chose dans cette affaire résistait à être classé. Elle reçut une lettre jeudi, portant un cachet du Sussex et une écriture inhabituelle, mais réfléchie. Elle l'ouvrit avec son attention habituelle et la lut une première fois, puis une seconde fois plus lentement. « Chère Miss Marple, merci pour votre lettre. Je ne peux vous expliquer à quel point c'était étrange de la lire, comme d'entendre une vieille chanson d'enfance dont je ne me souviens plus. Je savais que je ne m'étais pas toujours appelé Hélène. Je savais que les gens qui m'avaient élevé n'étaient pas les miens. Mais j'avais fait la paix avec ça, ou du moins je le croyais. Jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si je peux lire tout mon passé, pas d'un seul coup. Mais je sais que je veux le comprendre, ne serait-ce que pour mon fils. Merci d'avoir préservé son histoire. Merci de me l'avoir transmise. Jamerise Visitor St. Mary Mead. Puis-je? Elle était signée Hélène Marshall, avec une ligne ajoutée en dessous. Nécralie, ne serait-ce que dans le sang. Miss Marple garda la lettre sur ses genoux un moment, observant le jardin. Les roses refleurissaient. Le moment semblait alors propice pour laisser la vérité prendre racine. Elle a répondu par courrier. La réponse était, bien sûr, oui. Hélène arriva 3 jours plus tard, par une matinée calme et nuageuse. Elle avait la quarantaine, était pâle mais paraissait en bonne santé, avec des cheveux noirs et courts et une prestance qui suggérait à la fois force et prudence. Miss Marple la rejoignit à la gare en personne, marchant lentement à ses côtés tandis qu'elles empruntaient l'étroit chemin qui menait au village. Au début, ils ne parlèrent pas beaucoup. Ce n'était pas le genre de silence qui demandait à être rompu. C'était le genre de silence qui laissait place à la respiration, à la distance à combler soigneusement. Ce n'est qu'une fois arrivée à la maison d'hôte qu'Hélène s'arrêta et leva les yeux vers le pignon recouvert de lierre. « C'est ici qu'il a séjourné ?»« Oui, j'ai l'impression de le connaître, » dit-elle, non pas avec surprise, mais avec une sorte de reconnaissance lointaine. Comme si je l'avais déjà vu. Miss Marple ne dit rien. Ce ne serait pas la première fois que des souvenirs lui reviendraient spontanément, des images sans contexte, des sons détachés de leur origine. Madame Lestrange l'accueillit avec calme, mais une émotion évidente, son regard s'attardant sur le visage d'Hélène plus longtemps que la politesse ne l'exigeait. Il n'y eut ni accolade, ni salutation enthousiaste. Juste une pause, un hochement de tête et une compréhension tacite entre deux femmes qui avaient partagé la garde du même fil conducteur de l'histoire. Plus tard dans l'après-midi, Hélène était assise avec Miss Marple dans le salon du cottage, les fenêtres ouvertes sur la brise légère. Miss Marple servait le thé avec sa précision habituelle, et après quelques gorgées tranquilles, Hélène posa sa tasse et demanda « Que pensez-vous qu'il cherchait ?» Miss Marple ne répondit pas immédiatement. « Les gens comme ton frère, dit-elle enfin, viennent rarement pour se venger. C'est le but d'un jeune homme, et Sandor avait l'air de quelqu'un qui avait déjà trop vu la cruauté de la vie pour penser pouvoir la contrebalancer. Je pense qu'il était venu pour une reconnaissance. Pour la confirmation que la musique qui l'habitait venait de quelque part, de quelqu'un.
Et peut-être, plus que tout, il était venu pour te retrouver. Les yeux d'Hélène s'embuèrent légèrement, mais elle cligna des yeux pour essuyer ses larmes. Je ne me souviens pas de lui. Je ne me souviens de personne. Miss Marple esquissa un doux sourire. La mémoire n'est pas le seul héritage. Ce soir-là, ils se rendirent au verger où le carnet de Sandor avait été enterré. L'arbre portait encore ses pâles fleurs, dont les pétales tremblaient faiblement dans la lumière déclinante. Hélène se tenait en silence sous l'arbre, une main appuyée sur l'écorce, comme si elle attendait une réponse des racines. Miss Marple ne s'est pas insurgée. Ce soir-là, Hélène logea dans la chambre d'amis qu'avait occupée son frère. Madame Lestrange apporta elle-même le thé et laissa la porte entr'ouverte en partant. Au petit matin, Miss Marple, au sommeil léger, se leva pour boire une tasse de lait chaud et jeta un coup d'œil par hasard à la verdure. Une faible lueur était visible à travers la fenêtre de la salle de musique de Langford House. Elle resta un long moment à sa fenêtre avant de se détourner, confiante enfin que rien ne restait caché digne d'être craint. Le lendemain matin, une nouvelle inattendue arriva. Une lettre était arrivée au bureau du connétable en provenance de Vienne. Les conservateurs y confirmaient l'inventaire final du carnet rouge. Parmi les objets catalogués figurait l'esquisse d'une composition en 2 parties intitulée « Lamentation jumelle ». La seconde partie, non signée et d'une écriture différente, avait été incluse dans la donation Crally à la demande de l'expéditeur. L'enveloppe de Miss Marple était bel et bien arrivée à destination. Les commissaires pensaient que la pièce était un duo, destiné à être joué non pas par 2 musiciens, mais par 2 vies séparées et enfin réunies en harmonie. En entendant cela, Hélène demanda doucement si la salle paroissiale locale organisait toujours des récitals. Mademoiselle Marple lui assura que oui. Le prochain était prévu pour la Pentecôte. Hélène hocha la tête. Alors, je pense que j'aimerais rester. Les préparatifs prirent peu de temps. La nouvelle se répandit discrètement dans le village que Miss Marple avait organisé un récital, avec des moyens modestes mais un but important. La plupart des villageois vinrent, non pas parce qu'ils comprenaient la musique ou son sens profond, mais parce qu'ils savaient que quelque chose d'important s'était produit et que cela, quel qu'il soit, méritait d'être commémoré. Hélène se tenait devant eux, au fond de la salle. Elle ne prononça que quelques mots. Cette œuvre a été commencée par quelqu'un en quête de vérité. Elle a été achevée par quelqu'un qui a essayé de la comprendre. Puis elle a joué. Le premier mouvement était celui de Sandor, douloureux, agité, chargé de désir. Le second était celui de Peter, hésitant d'abord, puis plus chaleureux, plus plein d'espoir. Et quelque part au milieu, les 2 voix se rencontrèrent, aucune ne dominant l'autre. Elles ne se résolvèrent pas tant qu'elles ne trouvèrent un équilibre. Lorsque la note finale s'est tue, personne n'a bougé. C'était le silence qui succède au vrai fin. Non pas un vide, mais un souffle retenu avec révérence. Plus tard, alors que les villageois rentraient chez eux et que les chaises étaient empilées, Miss Marple accompagna Hélène jusqu'au chalet. Il aurait été fier, a-t-elle déclaré. Hélène hocha la tête. C'est grâce à lui que j'ai appris à jouer. Tu n'as jamais oublié, répondit Miss Marple. Il te fallait simplement la bonne chanson. Ils se séparèrent à la porte, et Miss Marple resta longtemps debout après qu'Hélène soit entrée, regardant le soir s'installer sur Saint-Marie-Mide. Il n'y aurait pas de rebondissement final, pas d'aveu de dernière minute. L'histoire était déjà résolue, non pas par la justice ou la vengeance, mais par une mélodie achevée. Et c'est là, pensait Miss Marple, que résidait la forme de paix la plus rare. Les jours qui suivirent le récital s'écoulèrent au rythme posé d'un village reprenant son cours habituel, non sans subtile variation. Chez l'épicier, Madame Withers remarqua plus doucement que d'habitude que la musique avait quelque chose de triste, mais aussi de beau, et même le vieux monsieur Barnstable, rarement ému par quoi que ce soit d'autre que le criquet ou les outils de jardinage, avait été aperçu en train de fredonner devant la boulangerie, le regard vitreux. Pour les habitants de Saint-Marie-Mide, l'émotion, comme la musique, se dégustait de préférence en douceur, par phrases brèves et digestes. Miss Marple, quant à elle, se retrouvait observée avec plus d'attention que d'habitude, sans toutefois être soupçonneuse. C'était quelque chose de plus discret, une sorte de révérence. Elle avait été le pivot autour duquel tant de choses avaient tourné, même si elle-même, bien sûr, ne l'admettrait jamais. Elle continuait à tricoter, à se promener, à boire du thé et à participer à son club de lecture, répondant aux questions avec sa douceur habituelle et sans jamais enjoliver la vérité.
Ce qui s'était passé n'était pas à elle de dramatiser. Mais un matin, un coup frappé à la porte interrompit ce doux rythme. C'était l'agent Rickson, chapeau à la main et un fin dossier sous le bras, le visage marqué par le genre de gêne poli qu'il réservait habituellement à la distribution des amendes. « Mademoiselle Marple, dit-il en se déplaçant. Il y a eu du nouveau. Rien d'urgent. Juste de la curiosité. » Elle l'invita à entrer, et il s'assit, acceptant le thé sans sucre. Une fois installé, il ouvrit le dossier et glissa un document vers elle. « Cela vient de Vienne, dit-il. Une note officielle confirmant la provenance du carnet rouge, authentique, bien sûr. Mais il y a plus. Ils ont identifié 2 empreintes digitales sur les dernières pages, toutes 2 modernes. L'une est celle de Peter Mayfield, ce qui était prévisible, puisqu'il a ajouté le 2e mouvement. Miss Marple hocha la tête, sans surprise. L'autre, dit Rickson en baissant légèrement la voix, appartient à Giles Weatherby. Cela a attiré toute son attention. Pas seulement dans la marge, a-t-il ajouté. Il y a un jeu complet de gravures sur une page qui a été arrachée puis réinsérée plus tard. Soigneusement, presque professionnellement. Selon les analystes, les bords ont été recollés avec une colle d'archive. Cette page n'a pas été ajoutée par accident. Elle a été restaurée. Miss Marple fixa le dossier. Qu'y avait-il sur cette page? Rickson hésita. Une confession. Ou une partie. Quelques lignes de la main de Sandor. Mais quelque chose de décousu. Comme s'il avait écrit vite ou sous pression. On pouvait y lire, il m'a dit d'arrêter. Il a dit que le passé était enterré. Mais il savait. Il a toujours su. Il était là la nuit de sa disparition. Miss Marple posa soigneusement sa tasse. Il y a autre chose, dit Rickson. La correspondance des empreintes digitales a été confirmée par un vieux dossier diplomatique. Celle d'Harold Weatherby. L'empreinte n'est pas celle de Giles. C'est celle d'Harold. Ce silence, épais et certain, emplissait le petit salon comme de la fumée. Miss Marple se leva et marcha lentement vers la fenêtre. Dehors, les moineaux sautillaient le long du mur du jardin, inconscients du changement d'air. « Elle a disparu, dit-elle doucement. Tu parles d'Elisabeth. » Rickson hocha la tête. La page suggère qu'Harold Weatherby était peut-être présent la nuit où elle a été enlevée. Peut-être complice de son enlèvement. Et si c'est le cas, le rôle de Giles change. Miss Marple s'irrita. Parce que Giles ne savait peut-être pas tout. Ou plutôt, il n'a appris toute la vérité qu'avec l'arrivée de Sandor. C'est la théorie, dit Rickson. Et nous n'avons aucun moyen de la confirmer pour l'instant. Harold est mort avant que tout cela ne soit révélé. Mais le fait que quelqu'un ait tenté de cacher cette page, puis décidé de la restaurer, suggère un changement d'avis. Elle se dirigea vers son bureau et en sortit un petit carnet, celui qu'elle avait conservé tout au long de l'affaire. Se tournant vers le dos, elle tapota pensivement une page blanche. « Il m'a dit d'arrêter, » répéta-t-elle. Mais Sandor ne s'est pas arrêté. Jusqu'à sa mort. Rickson se leva. Les archives de Vienne enverront une copie numérisée du carnet une fois la restauration terminée. Il pourrait y en avoir d'autres dans les marges. Après son départ, Miss Marple resta un long moment immobile. L'affaire avait été soigneusement ficelée par les apparences, mais sous ce nœud bien ficelé se posait toujours la question de savoir qui avait réellement tiré les ficelles. La mort de Sandor semblait accidentelle, un homme désespéré poussé trop loin, aux prises avec le dernier gardien d'une vérité qu'il ne pouvait plus nier. Mais que se passerait-il si Giles, au final, n'avait été que le dernier héritier de secrets qu'il commençait à peine à découvrir? Elle retourna à Langford House cet après-midi-là, sans prévenir. Peter l'accueillit à la porte, poli mais posé. La salle de musique avait été à nouveau vidée, les partitions et les souvenirs emballés et déplacés. Mais un objet restait sur le bureau, le chevalet cassé du violon, désormais encadré sous verre. Elle l'examina. « A-t-il déjà parlé de son oncle ?» demanda-t-elle doucement. Peter secoua la tête. Une seule fois. Il a dit que cet homme avait le don d'entrer dans une pièce comme si elle était déjà la sienne, même si ce n'était pas le cas. Giles le détestait. Mais il n'a jamais dit pourquoi. Peut-être, dit doucement Miss Marple, parce qu'Harold lui a appris que le silence était plus sûr que la vérité. Pierre n'a pas répondu. Elle quitta la maison sans poser d'autres questions. Elle avait la réponse qu'elle cherchait. 2 semaines plus tard, Hélène Marshall retourna à Saint-Marie-Mead. Cette fois, elle portait un étui à violon pas son habituel, mais un étui usé et ancien qu'elle avait trouvé dans un dépôt-vente de Brighton.
À l'intérieur se trouvait non pas son instrument, mais celui de Sandor, fraîchement restauré. Le conservateur de Vienne l'avait envoyé par arrangement spécial, accompagné du scan final du carnet rouge et d'une lettre que Miss Marple lut avec une gravité silencieuse. Il n'y a pas de mouvement, comme on le pensait auparavant, mais 3. Le dernier mouvement avait été retrouvé sur un fin bout de papier inséré entre les dernières pages. Il ne portait ni titre ni annotation, à l'exception d'une ligne, pour la sœur que je n'ai jamais oubliée. Et il a été écrit dans une tonalité différente des autres, plus léger, plus chaud, son tempo doux mais plein de mouvement. Hélène l'a joué ce soir-là dans le jardin de la maison d'hôte. Pas de public, pas d'annonce. Juste elle, le crépuscule et les adieux inachevés d'un frère. Miss Marple regardait depuis la fenêtre de son salon, les mains jointes, ne tricotant plus mais écoutant simplement. La mélodie flottait dans l'air comme un souffle dans un roseau, fragile, déterminé. Un pont final, non pas de bois et de cordes, mais de son et de mémoire. Lorsque la dernière note s'est éteinte, Hélène se tenait debout, les yeux fermés, la tête baissée. Miss Marple se tourna vers son carnet et écrivit la dernière ligne sur la dernière page. Le violon a chanté un avertissement. Mais au final, il les a aussi ramenés à la raison. Elle ferma le livre et le posa doucement à côté de sa tasse de thé. Il ne serait pas nécessaire de le rouvrir. Le lendemain de la représentation privée d'Hélène dans le jardin, le village semblait subtilement transformé. Aucun changement visible, pas de bannière, pas de monument commémoratif, pas de grande proclamation, mais l'air lui-même portait un murmure de conclusion. Comme si la terre avait expiré. À son cottage, Miss Marple se leva tôt, comme à son habitude, mais ne prit pas son tricot. Elle prépara un petit paquet, son carnet, une lettre adressée à l'archiviste en chef de Vienne et une page qu'elle avait arrachée de son propre journal, une copie de quelque chose qu'elle soupçonnait depuis des jours, mais qu'elle souhaitait désormais conserver formellement. Après tout, la vérité n'était complète que lorsqu'elle était dite à voix haute ou écrite clairement. À 10h30, elle a invité l'agent Rickson et Hélène à prendre le thé. Ils se réunirent dans son salon, discrètement baignés de soleil par les rideaux de dentelle des fenêtres, la théière fumant doucement entre eux. Après les politesses d'usage, Miss Marple prit son paquet et leur tendit la page du journal. On pouvait y lire. Il m'a dit d'arrêter. Il a dit que le passé était enterré. Mais il savait. Il a toujours su. Il était là la nuit de sa disparition. Rickson l'examina à nouveau, bien qu'il en ait déjà vu un exemplaire dans le dossier de Vienne. Hélène, calme et posée, observait le visage de Miss Marple. « Je crois, » dit doucement Miss Marple, qu'Harold Weatherby a fait plus que simplement étouffer un scandale. Je crois qu'il a orchestré l'enlèvement de l'enfant de Margaret Quinton et s'est assuré qu'il n'en reste aucune trace. Je crois qu'il a menti à son neveu Gilles pendant des décennies, et lorsque Gilles a commencé à soupçonner la vérité, il n'a rien dit. Gilles a peut-être vécu dans l'illusion que protéger la réputation de son oncle préserverait quelque chose de noble. Mais la culpabilité n'obéit pas à la logique. Rickson posa le journal. « Alors, tu crois que Gilles n'a pas tué Sandor ?»« Je crois, » répondit Miss Marple, que Gilles l'a confronté, non pas pour le faire taire, mais pour tenter de s'expliquer. Je crois qu'ils ont lutté. La vérité ne sera peut-être jamais entièrement connue. Mais ce qui compte, c'est que Gilles est revenu au verger quelques jours après la mort. Non pas pour cacher quelque chose, mais pour remettre ceux qui avaient été retirés. Les aveux déchirés. Il les a restitués dans le carnet. Et ce faisant, je crois qu'il a reconnu la culpabilité de son oncle. Hélène baissa les yeux, sa main légèrement enroulée autour de sa tasse de thé. Je crois aussi, poursuivit doucement Miss Marple, que Sandor savait qu'il était proche de la fin. La nuit de sa mort, il quitta la maison d'hôte avec son violon, mais pas pour fuir. Il joua une dernière note. Non pas par panique, mais comme un signal. Un message, peut-être, à quelqu'un qui avait déjà entendu cette mélodie. Hélène leva les yeux. « Pour moi, » dit-elle doucement. « Oui, » répondit Miss Marple. Peut-être un instinct oublié, une berceuse partagée, un rythme à moitié oublié. Il essayait de vous rappeler à la maison. Il y eut alors un silence, celui qui ne nécessitait aucune excuse. Après le thé, ils se dirigèrent ensemble vers la place du village. Le conseil paroissial, doucement inspiré par la suggestion de Miss Marple, avait accepté d'ériger un petit mémorial sous le plus grand arbre du verger. Rien de grandiose. Juste une plaque sur une pierre, gravée de 3 lignes. À la mémoire de Sandor Crowley, qui a cherché ce qui était perdu.
et donna une voix au silence. Hélène resta longtemps devant lui, son fils à ses côtés, serrant un petit étui à violon. Plus tard, alors que le ciel prenait la couleur d'une musique qui s'estompait, Hélène se tourna vers Miss Marple et dit « Merci d'avoir fait en sorte qu'il soit plus qu'une simple histoire triste. » Miss Marple sourit. « Il a toujours été plus que ça. Vous l'étiez tous les deux. Parfois, ma chère, il suffit d'un peu d'observation pour voir ce que les autres ne voient pas. » Hélène la regarda avec la même solennité que Sandor avait eue dans ses yeux. « Les gens s'en souviendront-ils » Miss Marple lui toucha légèrement le bras. « Les gens oublient les détails. Mais ils se souviennent des sentiments. Ils se souviennent des chansons. Et la vôtre résonnera à nouveau. » Ce soir-là, Miss Marple retourna à son cottage et rangea définitivement le carnet. Elle n'eut pas besoin de le rouvrir. L'affaire, comme le dernier mouvement de la composition de Sandor, avait trouvé sa solution. Non pas par vengeance, mais par reconnaissance. Elle était assise dans son fauteuil préféré, les oiseaux silencieux dans les haies, le crépuscule s'installant comme un châle autour du village. Et tandis qu'elle reprenait son tricot, le vent rapportait un son ténu, aigu et délicat à travers le verger. Un violon, en train de jouer, dans les mains d'un enfant. Miss Marple sourit. La dernière note avait été entendue. Et enfin, elle avait été comprise.